Allez, on va parler de l'Ukraine, 90e jour de guerre aujourd'hui, on entre dans le 4e mois de guerre. Vous êtes allé, vous, en Ukraine, Olivier Cadic, on va en parler dans quelques instants, mais d'abord, cette actualité, elle est très suivie par la presse quotidienne régionale. Et on va aller à Montpellier retrouver Vincent Cos. Bonjour Vincent, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Midi Libre. Vincent, la crise ukrainienne qui n'est pas sans conséquences en France, notamment sur les prix, et vous avez interrogé, vous, un professeur à l'université de Montpellier. Oui, Jacques Aben, effectivement, professeur émérite à l'Université de Montpellier, qui a élargi son propos sur la notion d'économie de guerre en France ou d'économie d'une France en guerre. Et c'est là-dessus que j'aurais voulu interroger le sénateur Cadic, les conséquences économiques pour la France notamment de ce conflit en Ukraine. On a vu pénurie, inflation, hausse du budget des armées. Est-ce que ça conduit finalement à parler et à envisager pour les années à venir, puisque la France est engagée aussi sur d'autres fronts, peu ou prou, d'une économie de guerre ou d'une économie d'un pays qui est en guerre? Allez-y, Olivier Cadic, on vous écoute. Eh bien, on est, comme tout le monde, confronté à la décision du président Poutine d'envahir l'Ukraine avec toutes ses conséquences. Une guerre qui, d'après ce qu'on avait compris, devait se régler en quelques jours, finalement, depuis maintenant bientôt plus de 3 mois, patine, avec toutes les conséquences qui sont effectivement un impact sur, par exemple, la production de blé et j'en passe. Et je reviens d'Afrique et on voit les conséquences non seulement sur le continent européen, mais on voit aussi les conséquences en Afrique. Donc effectivement, ça crée des déséquilibres, des bouleversements. Il faut que l'économie s'adapte. Il faut que les économies, on l'a vu même en Afrique, pour éviter des famines, donc on prenne des dispositions. Pour nous, en ce qui nous concerne, évidemment, on est impacté directement, notre économie est impactée. Mais je vais vous dire, quand j'ai vu le spectacle du résultat de l'œuvre de M. Poutine en Ukraine, la première des choses, c'est que j'aimerais éviter à notre pays qui se retrouve dans le même spectacle de désolation où tout est détruit, parce que là, on rentre encore dans une autre problématique. Donc, effectivement, au niveau économique, on doit prendre des positions. Évidemment, puisqu'on parlait d'économie, je ne sais pas si c'est une économie de guerre, mais en tout cas, c'est se préparer à la guerre, en souhaitant ne pas avoir à entrer directement dans le conflit. Mais effectivement, je pense qu'au niveau du budget des armées, il va falloir revoir la position, ce qui veut dire qu'il va falloir revoir nos équilibres et donc répondre effectivement, je dirais, à cette agression. Mais vous savez, M. Poutine a décidé tout seul de démarrer ce conflit. Il peut décider demain tout seul, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU, de l'arrêter. Ça ne tient qu'à un seul homme. Nous devons faire avec les conséquences de sa décision. Vincent. Autre conséquence de ce conflit, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a évoqué hier le chiffre de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde actuellement. La situation en Ukraine, donc c'est un chiffre en hausse. La situation en Ukraine y contribue fortement. Pensez-vous qu'il s'agit là d'un enjeu majeur des mois et à plus long terme des années à venir? Et à quel niveau, finalement, à quelle échelle, à quel échelon cela doit-il se régler? Aux échelles nationales, à l'échelle chez nous du continent européen, de l'Union européenne, est-ce à l'OTAN, au G7? À quel niveau des solutions des pistes peuvent-elles être explorées pour envisager comment appréhender ces fortes migrations qui vont finalement impacter nombre de pays occidentaux? Mais pas que des pays occidentaux. Quand vous allez en Afrique, vous voyez que vous avez effectivement les mêmes problématiques de déplacement de population, qui d'ailleurs, généralement, je crois que c'est 80% en fait des réfugiés ne partent pas du continent africain, donc sont déplacés. Là, j'étais au Kenya, c'est un vrai sujet. En Ouganda aussi, où j'étais, il y a une tradition d'accueil justement des réfugiés. Encore une fois, pour avoir vu le résultat de l'invasion russe en Ukraine, les gens qui ont tout perdu, faut imaginer ce que ça veut dire d'être réfugié. Quand votre ville a été totalement bombardée, comme à Borodyanka, où 40% de la ville est complètement bombardée, où vous n'entendez plus que, comme dit le chant des partisans,
le bruit sourd du vol des corbeaux. Pour les gens, il n'y a pas d'autre solution que de se déplacer avec toute leur famille. Et donc, il faut avoir un endroit où on puisse les accueillir. Alors après, il y a l'humanité. Accueillir ces réfugiés qui ont tout perdu avec dignité. Et donc ça nécessite qu'effectivement, on se coordonne. Ça nécessite effectivement d'avoir une vision internationale pour que le poids de ce déplacement ne pèse pas sur un seul pays ou sur une seule région. Ça nécessite effectivement qu'on y travaille de façon coordonnée. Je pense que d'un point de vue concernant l'Ukraine, je trouve que l'Union européenne réagit de façon exceptionnelle. Donc de façon concertée, essaye de faire en sorte que ce poids-là se répartisse dans toute l'Union européenne. C'est ce qui doit nous donner à réfléchir, mais quand on voit le nombre de personnes qui meurent, par exemple, dans la Méditerranée, ça aussi, ça doit nous interpeller. Comment faire en sorte que les réfugiés, ceux qui veulent quitter un pays, on l'a vu avec la Syrie, on l'a vu avec d'autres endroits, les aider à pouvoir se repositionner, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau international. Mais encore une fois, quand vous voyez le résultat d'un bombardement, qu'il ne reste plus rien, pour les familles, vous avez des enfants, il n'y a qu'une chose qui vous prend, je dirais, aux tripes, que vous devez faire, c'est protéger votre famille, c'est la sortie d'une base de conflit. Et donc, effectivement, ça doit se traiter au niveau international. Ouais. Vous étiez en Ukraine, hein, vous nous l'avez dit. Alors, vous nous parlez de cette question des réfugiés, vous nous parlez de ces endroits que vous avez vus complètement dévastés. Quel a été votre sentiment sur place et quel bilan vous tirez de ce déplacement ? Alors, j'étais à Kiev à l'invitation du maire de Kiev pour ouvrir une maison de l'Europe, donc à la mairie de Kiev. Je pense qu'il est très important que dans l'Union européenne, on comprenne que pour les Ukrainiens, leur futur, leur avenir, c'est la démocratie, c'est l'Europe, c'est pas le système totalitaire que propose M. Poutine. Et c'est peut-être pour ça, et c'est certainement pour ça que M. Poutine réagit de façon aussi violente. Donc, parce qu'il ne supporte pas la démocratie en Ukraine ? Il ne supporte pas la démocratie où que ce soit. On l'a vu dans tous les États riverains. Et d'ailleurs, il a bien expliqué que pour lui, ça représentait une menace pour la Russie. Et que donc, il envisageait, même après l'Ukraine, de revoir la situation avec la Pologne et les États baltes. Donc, on a bien compris que nous étions emmenés dans une approche conflictuelle par M. Poutine, qui a une vision assez paranoïaque du monde. Chaque fois que vous avez l'ambassadeur russe en audition, il a un discours de victimature, on dirait qu'ils sont menacés, qu'on va les envahir demain. Enfin, c'est un discours absolument incroyable quand on les écoute. Vraiment, on dirait qu'on est en menace sur la Russie. C'est vraiment pas l'objectif. Par contre, effectivement, le régime de M. Poutine ne tient qu'à lui. C'est un régime, je dirais, autocratique. Et effectivement, la question se pose de sa pérennité. Toujours est-il que pour les Ukrainiens, l'objectif, c'est la démocratie. La démocratie, ils l'ont obtenue. Ils ont fait des choix très clairs. Ils ont élu un président, Zelensky, qui lui-même souhaite pouvoir défendre son pays face à l'invasion russe. Je le rappelle, dès que l'invasion a commencé, les pays occidentaux ont proposé au président ukrainien de partir, de se réfugier. Il a dit non, j'ai plus besoin d'armes que d'un taxi. Cette phrase restera. Il faut effectivement aider les Ukrainiens qui sont agressés à pouvoir se défendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le président Zelensky l'a dit, et ça nous avait été dit par son porte-parole, il faut impérativement que nous cessions de collaborer avec le régime russe, et donc on ne peut pas accepter que des entreprises finalement prennent avantage de la Russie pour faire de l'argent, pour que en même temps la Russie poursuive son agression en Ukraine. Donc il est important pour nos entreprises qu'elles comprennent qu'elles ne peuvent pas continuer comme ça. Je les ramènerai aux années 30. On a vu le résultat de ceux qui ont œuvré avec les nazis, comment ça s'est terminé pour eux. Donc il faut impérativement maintenant que tout le monde s'y mette. Donc arrêt total du commerce, qu'a demandé hier Volodymyr Zelensky à Davos, vous souscrivez. Arrêt total du commerce avec la Russie. Il n'y a pas le choix.